Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format voyage au Japon, et j'ai toujours le plaisir de partager cette émission avec Marjorie, qui est notre rédactrice chez Kampai. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. La fois dernière, on s'était rencontrés pour parler JR Pass et transport ferroviaire au Japon, et aujourd'hui on va attaquer la question de l'accès à Internet, donc surtout par le Wi-Fi, une fois qu'on est en voyage au Japon. Au même titre qu'Internet fait partie de nos vies quotidiennes, on s'imagine mal, voire très mal voyager au Japon sans pouvoir être connecté en continu. Oui, souvent quand on vient juste d'atterrir et qu'on est descendu de l'avion, la première chose qu'on fait, c'est rallumer notre smartphone et chercher du Wi-Fi, soit pour prévenir ses proches qu'on est bien arrivé, soit pour déjà commencer à s'orienter pour trouver la sortie. Donc c'est vrai qu'Internet fait partie de nos vies quotidiennes et le voyage le voyage compris. Et oui, c'est même que c'est un geste qu'on voit très rapidement dans les avions où les gens rallument leur téléphone, en tout cas enlèvent le mode avion avant même de récupérer les petits bagages au-dessus de nos têtes. C'est ça, même si c'est pas en général ce qu'il faut faire, mais quand même. Voilà, ne faites pas ça chez vous. Voilà. On va retrouver de nombreux comptoirs dédiés à Internet et à la téléphonie, notamment quand on va sortir de l'avion dans les terminaux internationaux des aéroports au Japon. Oui, donc c'est une question dont il faut se préoccuper donc, pendant la préparation de son voyage, mais qu'on mettra en place une fois qu'on aura atterri et qu'on aura récupéré en fait tous nos appareils qui vont fonctionner au Japon. Et donc, vu qu'on va voyager au Japon, on va être en itinérance, on va se déplacer presque tous les jours, en tout cas de ville en ville au moins, eh bien on va avoir besoin d'Internet pour cela, pour connaître ses horaires d'ouverture et des lieux de visite, par exemple pour les vérifier le jour J, et ça on pourra toujours vérifier également sur les sites internet de Kampai, bien sûr. Oui, sur les fiches de visite. On pourra également s'en servir pour trouver des restaurants en amont qu'on n'a pas besoin de préparer avant de partir au Japon, s'orienter avec les fabuleuses applications de Google, notamment Google Maps, Google Translate également. Oui, ça fonctionne pour de la traduction instantanée. C'est très utile pour ceux qui ne parlent pas japonais et qui auraient besoin, pendant leur voyage, de pouvoir poser une question ou de comprendre une réponse, par exemple. Il faut penser aussi que maintenant, il y a aussi le mode photo, je crois, sur Google Translate, avec Google Lens, qui nous permet de passer son téléphone au-dessus d'un menu, par exemple, ou d'une publicité ou autre, et d'avoir la traduction instantanée. Donc ça, on a besoin d'Internet. Oui. Et de quoi on peut avoir besoin également patienter pendant les transports, notamment en attendant son train, son métro. Oui, ou dans les trajets en bus, si on fait des trajets un peu longs, ça peut être vraiment très utile d'avoir Internet pour patienter ou pour faire patienter si on a des enfants un peu impatients pendant les temps d'attente. On en a également besoin de cet Internet pour rester connecté avec ses proches, avec ses amis, avec son travail aussi peut-être parfois, donc accéder à ses emails professionnels ou personnels. Également donc tout ce qui va être lié à YouTube, Netflix, Spotify par exemple, ou écouter de superbes podcasts. Voilà, les podcasts de Kampai si on n'a pas eu le temps de tout écouter avant de partir. On peut aussi donc regarder des vidéos, poster sur les réseaux sociaux ou même téléphoner avec les applications de téléphonie qui existent par VoIP, donc comme WhatsApp ou FaceTime. De toute façon, ce n'est pas un podcast pour vous apprendre à vous servir d'Internet. C'est ça. Et oui, ce podcast va être surtout dédié à l'accès à Internet via le Wi-Fi, et donc on ne va pas parler de téléphonie, puisqu'on peut rappeler que par Internet, on peut également téléphoner, comme tu le disais avec les applications WhatsApp et FaceTime par exemple. Donc on ne vous conseillera que trop bien de laisser le portable en mode avion et d'activer seulement le Wi-Fi. Oui, pour la majorité de l'accès à Internet. Après, on verra dans la troisième partie comment on peut avoir accès à Internet avec les nouvelles cartes SIM virtuelles. Exactement. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas des articles déjà sur Kampai pour pouvoir avoir des informations ? Si, Charlie. On a un article en particulier qui s'appelle « Accéder à Internet 24 heures sur 24 au Japon ». Donc, comme pour les autres articles des précédents podcasts, c'est un article complet avec un tableau comparatif sur les différents enseignes qu'on recommande pour avoir Internet au Japon. Et donc nous, en Europe, on a la chance, et particulièrement en France, d'avoir un accès assez facile et peu onéreux à Internet. Et l'idée de ce podcast, c'est également de vous donner les conseils pour pouvoir répliquer ces bonnes habitudes une fois que vous êtes à l'étranger dans le pays du soleil levant. Oui. Aujourd'hui, pour ce podcast, nous allons commencer par parler d'Internet gratuit au Japon, notamment des hotspots pour accéder de manière fixe et gratuite à Internet. Puis nous allons enchaîner avec le Pocket Wi-Fi. C'est la meilleure solution, en tout cas pour nous, c'est celle que l'on recommande pour accéder au réseau. Et enfin, on proposera des solutions alternatives, notamment avec cette fameuse carte SIM. Et on verra qu'il y a différents formats de carte SIM, justement, virtuelle ou physique.
Oui, et pour commencer, on peut déjà vous donner les principaux opérateurs de téléphonie et d'accès à Internet au Japon qui existent et que vous allez retrouver en fait, soit en naviguant, en faisant des recherches, soit en étant une fois au Japon. Donc on a SoftBank, au, NTT Docomo et Rakuten Mobile. Donc ça, c'est les noms que vous verrez en fait quand vous allez contracter en fait une solution pour avoir Internet ou que vous allez vous connecter sur des réseaux soit cellulaires, mobiles pour la carte SIM, soit sur le Wi-Fi pour le Pocket Wi. Et donc au niveau national, il faut savoir que le Japon est un pays qui est plutôt bien couvert avec des débits qui sont en général très importants, qu'on peut qualifier d'assimilables à de la 4G+ en Wi-Fi. Évidemment, cela vaut pour les villes en priorité, mais aussi on a quand même Internet à la campagne et en montagne, avec des fois des vitesses un peu plus lentes parce que c'est moins couvert, mais c'est quand même un pays qui est relativement bien couvert et donc ça vaut vraiment le coup d'avoir une solution pour avoir Internet quand on est en voyage au Japon. Et donc en première partie, on va attaquer avec Internet gratuit au Japon. Donc là, on va parler surtout des hotspots, comme on le disait tout à l'heure. Donc ça va être des lieux physiques où on va pouvoir se connecter par son smartphone, ses tablettes ou autres à Internet. Donc ça, on va plutôt retrouver ces points dans les grandes villes. C'est là où ils vont être le plus nombreux. En tout cas, c'est vrai qu'au Japon, ça va être encore assez rare d'avoir des endroits qui vont foisonner en termes de hotspots, mais on va les retrouver facilement dans les aéroports, les grandes gares, comme les lignes de Shinkansen, la Yamanote également à Tokyo, ou encore dans les chaînes de restauration et de cafés bien connues, en fait, qui ont bien compris que c'est aussi pour ça qu'on va passer du temps dans ces lieux, c'est pour avoir justement accès à cet Internet. Oui, donc en fait, en général, ces hotspots dans ces grands lieux dits touristiques sont gratuits, mais il faut quand même souvent pouvoir s'inscrire à ces hotspots, donc à cette connexion Wi-Fi, donc soit via un formulaire en ligne à remplir, soit carrément en appelant un numéro dédié sur une boîte vocale. Donc c'est pas forcément facile et rapide d'accès. Souvent, il y a une version anglaise, mais pas forcément tout le temps le cas. Et il faut savoir que ces hotspots gratuits, ils sont plutôt lents puisque c'est de la connexion gratuite et peu sécurisés car collectifs. Donc c'est pas forcément des choses qu'on recommande par exemple pour aller consulter des informations sensibles de votre côté si vous vous loguez avec des mots de passe, etc. et que vous allez consulter des sites comme votre banque. On ne recommandera pas forcément les hotspots gratuits même au Japon. Et c'est vrai qu'en règle générale, les hotspots vont plutôt être payants et plutôt réservés à une clientèle japonaise ou en tout cas des gens qui vont qui vont être clients chez un opérateur au Japon et avoir une carte de crédit japonaise également. Oui, il y a quelques solutions qui vont accepter des cartes bancaires internationales, mais elles sont vraiment peu nombreuses et pas forcément faciles d'accès. Une autre façon d'avoir Internet gratuit, on va dire, au Japon, c'est celle qui est comprise avec la location d'un hébergement, parce que souvent l'accès à Internet en Wi-Fi est compris dans le prix d'une chambre à l'hôtel, dans un ryokan, ou bien quand on loue un appartement ou une maison. Donc ça fait partie des équipements de base qu'on peut avoir, comme la climatisation, les services AT ou les serviettes de bain. Cependant, c'est comme pour les hotspots gratuits, c'est une vitesse de connexion qui est parfois assez lente, surtout si on est par exemple éloigné dans la montagne, des ryokans dans une vallée, vous n'aurez pas un internet qui va vraiment bien fonctionner. Donc c'est pas très confortable si on veut charger des images ou voir des vidéos. Et c'est aussi toujours peu sécurisé. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est aussi selon l'usage que l'on va en faire, c'est pas forcément une connexion qui va être adaptée aux besoins du touriste, qui va vouloir peut-être modifier ses photos en ligne, les poster, etc., ou faire du visio. Par contre, ça reste une bonne solution de manière fixe. Par contre, voilà, faut se dire que l'on a une connexion sporadique à Internet et que peut-être il y a certaines choses qu'on va faire plutôt le soir pour profiter de ces hotspots ou en tout cas de ce réseau Wi-Fi, par exemple, de l'hébergement où on dort. Oui, voilà, il faut voir ça comme une connexion basique pour rechercher de l'information pratique, consulter 2-3 choses, mais après, c'est pas, au niveau du confort, c'est pas optimum. Donc en conclusion de cette partie, on peut dire que Internet gratuit au Japon, c'est carrément faisable. C'est même assez facile d'accès, sauf peut-être pour les hotspots où il ne faut pas être surpris qu'on ne puisse pas se connecter au final si on n'a pas de compte ou si on n'a pas une carte japonaise ou un numéro japonais. Par contre, pour le reste, pour les hébergements, c'est assez facile d'accès, en prenant en compte, bien sûr, ces limites-là, justement. On insiste vraiment sur ces réseaux qui ne vont pas être sécurisés, donc vraiment attention aux données et aux mots de passe que vous utilisez pour accéder à vos mails peut-être professionnels, perso, les banques, etc. Oui. C'est pour ça qu'on va faire maintenant les 2 parties suivantes sur des solutions qui sont au moins sécurisées car privées. Voilà, donc c'est la première solution, celle nous on recommande ici à Kanpai, c'est la solution payante et privée
du Pocket Wi-Fi. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, notamment pour le tourisme au Japon. C'est un appareil qui va être portatif, qui loge dans la poche, donc d'où le Pocket Wi-Fi. Et il peut ressembler, on va dire, à un petit galet ou une batterie externe. On peut dire que c'est à peu près cette dimension-là, ou dans un smartphone peut-être. Oui, un bon smartphone. Ouais, un bon téléphone, qui va utiliser le réseau cellulaire mobile pour créer du coup ce fameux réseau Wi-Fi privé. Et ainsi, on va pouvoir rester connecté 24/24 sur Internet. Et après, ça va dépendre de la batterie de notre Pocket Wi-Fi. Et donc quasiment partout au Japon. Et même dans le métro, en rando, etc. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Oui, voilà, comme tu l'as dit, c'est un appareil portatif. Donc l'intérêt, c'est de le mettre dans votre sac à dos et pouvoir avoir Internet quand vous en avez besoin. Et pour rebondir tout de suite par rapport à ce qu'on disait, c'est que ça va être pratique aussi pour accéder à Internet de manière sécurisée. Voilà. Donc quels sont ces autres points forts à ce Pocket Wi-Fi ? On peut citer en premier peut-être le fait que c'est quelque chose qui va se faire et se préparer, on va dire, avant son départ. Ça fait partie des dépenses aussi à prévoir avant même d'arriver au Japon, puisque la réservation et l'achat vont se faire sur Internet quelques semaines en amont, voire des mois. On conseille évidemment pour être sûr d'avoir du stock, puisqu'il va falloir que le Pocket Wi-Fi soit apporté, on va dire, soit dans un aéroport généralement, soit dans des comptoirs autres, ou ça peut être à l'hôtel également. Voilà, la réception d'un hôtel, elle peut accueillir votre Pocket Wi-Fi, pour l'hôtel dans lequel vous allez arriver au Japon, et elle peut accueillir votre Pocket Wi-Fi et vous le redonner quand vous allez faire votre check-in. Ça vaut pour les hôtels qui ont une réception qui fonctionne. Ça ne vaut pas, par exemple, pour de la location de maison ou d'appartement. Car comme on l'avait dit dans le podcast précédent, on n'a pas accès à la boîte aux lettres. Donc, on ne met pas les adresses de ce type d'hébergement pour recevoir un Pocket Wi-Fi. Et on en citera tout à l'heure, mais donc il va exister des distributeurs français ou européens que l'on va payer directement en euros et pour cette location de Pocket Wi-Fi pour la durée souhaitée de son voyage. Oui, voilà. En fait, dès la réservation depuis Internet, on va pouvoir payer la totalité de son accès à Internet au Japon sur un tarif qui est fixé à l'avance et qui ne va pas bouger dans le temps. Il n'y aura pas de frais additionnels. Donc, c'est une bonne façon d'inclure ce budget dans la préparation du voyage et d'en être après débarrassé et de juste, en fait, aller sur Internet et de ne pas avoir à se dire combien je vais payer ensuite, quoi. Et autre point fort, ça va être son utilisation, puisque en à peu près 1 minute, on va être connecté. On a juste besoin d'un mot de passe qui va être saisi la première fois où on va utiliser notre Pocket Wi-Fi. Et ensuite, tout roule pour le reste du voyage. Oui. Et puis un autre point fort du Pocket Wi-Fi, c'est qu'il est mutualisable. Donc on peut se connecter à plusieurs personnes et à plusieurs appareils. Donc c'est vraiment bien pour les voyages en groupe. Donc un smartphone, une tablette, un PC portable. On peut se connecter avec plein d'appareils différents qui fonctionnent avec le Wi-Fi et à plusieurs personnes. Donc en général, jusqu'à une dizaine d'appareils, on peut connecter sur le Pocket Wi-Fi. Donc là, ça paraît peut-être évident, mais si vous avez un Pocket Wi-Fi pour un groupe de plusieurs personnes, eh bien, si la personne part avec le Pocket Wi-Fi, vous n'avez plus Internet. Oui, par contre, il y a une limite physique à la diffusion à l'onde Wi-Fi, donc effectivement, il faut que vous soyez physiquement proche. On est d'accord. Donc peut-être en prendre plusieurs si vous êtes un gros groupe ou autre et vous ne faites pas les mêmes sorties en même temps. On peut parler de la couverture qui va très bien fonctionner en ville notamment. Oui, en itinérance, quand on est dehors dans la rue. Ça fonctionne aussi dans les trains et les métros des grandes villes. Après, dans les gares, ça fonctionne aussi. Donc tout dépend où vous êtes, à quelle heure vous voyagez aussi. Mais globalement, franchement, vous avez vraiment Internet qui peuvent vous dépanner et vous donner toutes les informations que vous avez besoin pendant votre voyage. Et puis ça fonctionne aussi dans la campagne, dans les villes de province, en dehors de Tokyo, Kyoto, évidemment, le Pocket Wi-Fi fonctionne. Et donc on va également parler de ses limites à ce Pocket Wi-Fi, notamment du fait qu'il peut légèrement chauffer, et donc on peut voir quelques astuces pour en prendre soin, et surtout veiller à ce que ça ne nuise pas à votre confort de voyage. Par exemple, on va plutôt conseiller de le mettre dans une poche à part, assez loin de la nourriture, de l'eau, de vos gourdes, etc. pour pas qu'il prenne l'eau, évidemment. Oui, ça reste un appareil électronique. Et pour ceux qui veulent l'avoir tout le temps, en fait, d'allumer parce qu'ils ont besoin d'Internet en continu,
continu ou alors pour faire, par exemple, des lives vidéo, on recommande de prévoir une batterie de rechange parce que le Pocket Wi-Fi, il a une limite de batterie à un moment donné et que s'il reste 100% allumé, on compte maximum 7 à 8 heures où il va pouvoir fonctionner et après, il faudra changer de batterie ou alors le recharger. Sinon, pour ceux qui n'ont pas besoin d'avoir Internet tout le temps, ils peuvent l'allumer et l'éteindre ou le mettre en veille quand ils s'en servent pas. Ça économise de la batterie. C'est quelque chose qui va très vite se remettre en place. Enfin, une fois qu'on va le déconnecter ou le reconnecter, les appareils le reconnaissent, donc ça va assez vite. Oui, voilà. Le mot de passe est à rentrer que la première fois. Et autre tips, ça va être lié à la météo, puisque lors de périodes de grande chaleur ou aussi de forte neige en hiver, l'appareil peut avoir tendance à chauffer. Donc faut prendre soin de l'appareil comme tout appareil électronique à vrai dire. Oui, c'est ça, c'est que si vous le mettez sur votre devant de sac à dos dans une pochette, qu'il est en plein soleil toute la journée, effectivement, le Pocket Wi-Fi sera peut-être moins en forme que s'il est un peu protégé, et ça vaut aussi pour la neige. Ça, c'est des petites remarques qui fonctionnent effectivement pour les smartphones, pour les ordinateurs et les tablettes. C'est tous ces appareils qu'on aime bien avoir sur soi. Il faut aussi savoir les transporter dans les meilleures conditions. Et ça, c'est des choses simples, mais c'est vrai que vu qu'on a eu des retours déjà sur Campai d'une mauvaise utilisation, en tout cas de personnes peut-être qui ne faisaient pas attention à ces petits détails, en fait, pour avoir accès à Internet, on préfère vous le dire ici. Oui, et le Pocket Wi-Fi n'est pas waterproof. Voilà. On n'est pas sous l'eau. Ça ne fonctionnera plus bien. Donc voilà. Et en dernier point positif, je reviens sur ce qu'on avait dit avant. Ce qui est pratique, c'est que quand vous êtes au Japon, vous allez le récupérer, par exemple, donc ce qu'on avait dit à l'aéroport ou dans un comptoir ou à l'hôtel. Et pour le redéposer, en général, le remettre, vous le mettez dans une enveloppe qui est pré-timbrée. Et en fait, vous avez juste à le redéposer soit au comptoir à l'aéroport où vous l'avez pris, dans une petite boîte aux lettres. Donc vous n'avez pas de paperasse, vous n'avez rien à faire et ça prend vraiment 2 minutes. Oui, voilà, c'est inclus dans cette location-là, ce système, et ça, c'est vraiment très pratique. Oui, c'est très pratique. Et en termes de tarifs, où est-ce qu'on en est ? On va payer selon le nombre de jours pendant lequel on garde cet accès à Internet. Et en 2023, en moyenne, le tarif il va se trouver entre 6 à 10 euros par jour, mais ça va dépendre également de la période touristique dans laquelle on va faire cette location, et notamment aussi de la durée de location, puisqu'il va y avoir souvent un tarif dégressif. Plus on va prendre de jours, plus le tarif sera dégressif dans le temps. Les tarifs les moins chers que l'on a observés à ce jour, c'est autour de 4 euros en moyenne, et donc on a des articles aussi sur Campai pour tout un tableau comparatif. Oui, c'est l'article que j'ai cité au tout début, où on a un comparatif sur les 3 loueurs de Pocket Wi-Fi que l'on recommande chez Campai. Donc ça va être Kekaku, Ninja Wi-Fi et Phoenix Telecom France. Donc vous pouvez aller sur l'article et regarder notre tableau comparatif détaillé pour faire votre choix. Et pour celles et ceux qui ne veulent pas s'encombrer d'un Pocket Wi-Fi et qui ont seulement besoin de leur smartphone à disposition, on va partir sur la troisième partie, la solution alternative qui est la carte SIM. On va voir qu'il y en a plusieurs, donc les cartes SIM physiques et les cartes SIM, on peut dire quoi Virtuelles, exactement. Merci Marjorie. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de la première, par exemple, la solution physique ? Oui, la carte SIM physique, en fait, c'était la solution qu'on utilisait avant que les Pocket Wi-Fi arrivent sur le marché japonais. Et donc, quand on était touriste au Japon, avant, on commandait une carte SIM. Et souvent, comme la carte SIM ne rentrait pas dans nos téléphones à nous, en France et en Europe, on achetait en même temps un téléphone japonais à clapet. Donc, il y avait une formule qui existait. Qui était spécialement pour les gens comme nous qui voyageaient donc de passage au Japon, où on achetait un petit téléphone japonais à clapet avec une carte SIM prépayée qui était intégrée à l'intérieur. Et donc à l'époque, on était très contents parce que ce téléphone à clapet qui est baptisé au Japon Garakei, on pouvait le customiser à souhait. Et donc on mettait plein de petits autocollants et des petits porte-clés kawaii qu'on accrochait. Et c'était vraiment... on était vraiment dans le bain japonais et on avait notre téléphone japonais au Japon. C'est vrai que là, ça faisait l'accessoirisation de l'objet jusqu'au bout et on pouvait déjà être un petit peu au Japon
grâce à ça. Oui, alors l'inconvénient, c'est qu'il fallait acheter un autre téléphone, donc ça c'était un peu l'inconvénient. Et du coup, c'est une solution qui n'existe plus trop aujourd'hui parce qu'avec le Pocket Wi-Fi qui est bien plus pratique, on n'a plus besoin de faire tout ça. Mais après, on peut toujours commander des cartes SIM au Japon, qui sont des cartes SIM donc de données uniquement. Donc on ne peut pas faire des appels classiquement avec son téléphone, ce sera juste pour de la data. Et après, on passe par les applis qu'on a citées en introduction pour pouvoir appeler. Les principaux points négatifs de cette solution, c'est déjà, il faut qu'on trouve une carte SIM qui physiquement rentre dans notre téléphone. Donc même si aujourd'hui c'est plus facile, il y a ça à prendre en compte. Et il faut aussi recevoir cette carte SIM. Donc soit vous la recevez directement au Japon, soit vous pouvez vous l'envoyer dans votre pays d'origine, donc en France par exemple. Et pour faire ça, il faut que vous décliniez votre identité et par exemple que vous envoyez une photo de votre passeport. Et en fait, ça sera l'adresse sur votre passeport qui sera utilisée comme adresse de livraison de votre carte SIM. Donc si ce n'est pas votre adresse actuelle et que c'est une ancienne adresse, ça ne fonctionnera pas parce que vous ne pourrez pas vous la faire envoyer. Ils ne voudront pas, en fait, avoir une autre adresse physique que celle qui est inscrite sur votre passeport. Donc ça, ce processus d'achat est un peu fastidieux et un peu long à faire puisque vous avez en fait plusieurs étapes d'identification en japonais ou en anglais. Et puis l'autre point négatif qui est quand même à pas négliger, c'est que la grille tarifaire pour ces cartes SIM physiques, elle reste aujourd'hui pas forcément bien lisible. On a des tarifs de base qui sont liés à la location ou à l'achat de la carte et des tarifs ensuite qui seront additionnés suivant l'usage. Même si vous avez prévu une quantité de data spéciale, suivant comment vous allez utiliser votre téléphone, la durée, le nombre de sites que vous allez voir, etc., vous allez avoir des tarifs additionnels qui vont se mettre à la fin. Donc on ne va jamais vraiment savoir à l'avance ce qu'on va payer. Oui, ce qui est différent du Pocket Wi-Fi, ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. Par exemple. Donc en fait, la carte SIM, c'est un peu aujourd'hui une solution, on dit alternative, mais la carte SIM physique, c'est un peu une solution désuète. Et aujourd'hui, par contre, il existe une nouvelle carte SIM ces dernières années qui a été mise sur le marché. C'est arrivé à peu près depuis 2019 où on a la carte SIM dématérialisée, donc la fameuse eSIM qui se présente sous forme de QR code que l'on va flasher donc avec l'appareil qu'on va choisir pour avoir Internet, donc soit un smartphone, soit une tablette. Et donc, ça va permettre de régler les problèmes de compatibilité physique qu'on avait ou de perte de la carte SIM ou alors de problèmes d'envoi et de réception de la carte SIM. Donc là, ça veut dire que par contre, même avec cette solution qu'on va détailler juste après, mais si on doit partager sa connexion, ça ne pourra pas se faire comme sur un Pocket Wi-Fi qui va être le seul récepteur. En fait, il va falloir faire la partage de connexion avec son smartphone, donc ce sera peut-être un peu moins pratique également pour les personnes qui peuvent nous accompagner. Oui, voilà. En fait, le smartphone ou la tablette qui va avoir la carte SIM d'enregistrer sera en fait le Pocket Wi-Fi en même temps si vous voyagez à plusieurs. Donc, il faut faire un partage de connexion. Donc, ça divise aussi la vitesse. Et en plus, il faut que du coup, l'appareil, le smartphone ou la tablette, elle ait une bonne batterie parce que du coup, c'est elle qui va devoir supporter en fait toute la connexion Internet de tout le monde. C'est pour ça que tout à l'heure, on a dit que ça valait bien le coup pour ceux qui avaient qu'un seul smartphone à connecter. Donc en fait, ça c'est une solution, on y reviendra peut-être, mais qui est très bien pour les voyageurs solo peut-être. Oui, plutôt pour les voyageurs solo, puis technophiles, parce que ça demande un peu plus de manipulation au niveau des cartes SIM. Même la carte eSIM, il faut flasher le code, il faut rentrer quelques informations avant quand on est dans la boutique eSIM. Donc ça va pour les gens qui sont à l'aise avec la technologie mobile. Au Japon, il existe plusieurs fournisseurs qui vont proposer des plans adaptés aux voyageurs étrangers, donc comme on le disait avec des cartes virtuelles qui vont être prépayées et des QR codes à flasher, et ça permet de ne pas faire exploser son budget. Ça c'est très pratique puisque on va avoir une sorte de forfait ou de banque de data à consommer, donc là on est sûr de ne pas pouvoir dépasser, ou alors il y a aussi des forfaits peut-être qui vont être illimités. Donc là, on va pouvoir savoir en avance la vitesse de connexion qu'on peut avoir et son stock en gigas de données Internet. Voilà, les forfaits, en fait, ce qu'ils proposent, c'est au niveau de la vitesse de connexion, c'est à partir de 500 MB par jour ou en illimité. Et puis après, vous avez la data à choisir, donc qui part en général de 1 giga jusqu'à 20, 40, 50. Ça dépend l'opérateur que vous aurez choisi. Et puis après, ces opérateurs-là font des forfaits mensuels, mais là, ça dépasse le cadre du voyage au Japon. Voilà, ou alors plutôt pour les étudiants ou des personnes qui travailleraient à long terme, mais en tout cas, c'est pas le sujet du jour. Mais voilà, ça existe également. Oui.
Et donc ces forfaits qui vont être en data bloquée, ça va être des forfaits de 7 à 30 jours. Oui, voilà, en fait, vous avez en moyenne, on va dire, 1 à 20 gigas valides pendant 7 à 30 jours pour vous faire un paysage très global des choses, mais pour donner une idée. Et ensuite, une fois que ce volume de data dans le temps imparti, il est consommé, et ben, si vous voulez continuer d'avoir Internet puisque vous n'êtes pas encore rentré et que vous avez encore besoin, vous pouvez recommander une nouvelle carte SIM virtuelle et donc reflasher un nouveau QR code. Au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et en termes de tarifs, on est à peu près autour des 4 € pour 1 giga et de 18 € pour 10 gigas. Donc ça vous permet aussi de voir peut-être une première fois et que si vous avez épuisé votre premier forfait, eh bien, votre consommation de la semaine, par exemple, si vous avez consommé 5 gigas, peut-être, eh bien, reprenez 5 gigas, ou si vous avez besoin de plus ou moins, c'est plus facile aussi pour s'y retrouver que de prendre beaucoup de gigas d'un coup et au final, si on ne s'en sert pas assez. Oui, en fait, l'important dans cette solution, c'est de savoir par avance sa consommation. Combien vous consommez de data en général pour votre usage d'Internet. Donc, c'est ça qu'il faut savoir en amont et on ne le sait pas forcément, mais pour après pouvoir commander le nombre de gigas qui sera plus proche de votre consommation et ne pas recommander et donc payer des gigas plus chers ou alors avoir commandé beaucoup de gigas et ne pas pouvoir les utiliser. Et en termes techniques, il va falloir avoir un téléphone qui va être déjà désimloqué. Donc c'est souvent le cas, mais c'est vrai qu'il faut se renseigner avant si son smartphone est désimloqué ou non. Et avoir surtout un appareil qui va être compatible avec ces fameuses eSIM qui sont assez récentes. Donc il va falloir peut-être regarder dans la fiche technique de votre téléphone. Et également mettre à jour votre téléphone, puisque par exemple pour Apple, ça devrait tourner sur les iOS 13.3 apparemment. Oui, ou version ultérieure. En gros, ce qu'il ne faut pas avoir, c'est un smartphone d'entrée de gamme, parce que des fois, ça ne fonctionne pas, ou un smartphone qui est trop vieux et qui, du coup, ne serait pas compatible avec cette technologie-là. C'est une bonne solution, mais c'est vrai qu'il y a tout l'aspect technologique qu'il faut prendre en compte, et comme tu le disais tout à l'heure, sa consommation de data, il faut se connaître un petit peu en termes d'usage, ce dont on va avoir besoin pour son voyage. Oui, il faut être un peu alerte sur la question. Et pour savoir vers qui vous tournez une fois que vous êtes au Japon pour avoir accès à ces eSIM, les plus populaires dans ce pays vont être Yubigi, qui utilise le réseau NTT Docomo, et les solutions de SoftBank, dont Airalo. Oui, donc ce sont des boutiques eSIM en fait qui ne sont pas 100% japonaises, hein. Elles sont internationales et en fait elles fonctionnent au Japon parce qu'elles ont un partenariat avec les opérateurs traditionnels japonais, donc ce que tu as cité, NTT Docomo et SoftBank. Mais par exemple Yubigi, ça à la base c'est français et Airalo c'est singapourien je crois ou en partie. Et bien pour cette dernière partie sur les cartes SIM, pour conclure, on peut dire que c'est plutôt adapté à un public qui va voyager en solo et qui va être technophile. Et de manière générale, entre le Pocket Wi-Fi et la carte SIM, ce que nous on trouve très intéressant, c'est que ça va être des forfaits souvent bloqués, sauf pour les cartes SIM physiques où là on faudra être vigilant. Oui, c'est plus obscur en fait pour les cartes SIM physiques. Donc c'est vraiment pas une solution qu'on recommande. Le Pocket Wi-Fi, c'est la facilité, le forfait bloqué et le fait de pouvoir se connecter à plusieurs et d'être en itinérance complet. Donc c'est vraiment une solution clé en main et qui fonctionne bien. Et la eSIM, plutôt pour un public un peu plus averti et plutôt pour un public qui voyage solo. Et en plus ça, c'est des solutions qui vont être assez sécures par rapport aux hotspots dont on parlait en tout premier. Oui, voilà, ce sont des réseaux qui restent privés, donc là, on peut s'amuser un peu sur Internet. Eh bien Marjorie, je crois qu'on aura fait le tour des différentes solutions pour voyager tout en restant connecté, pour continuer ses bonnes habitudes, ou pas d'ailleurs, tout en pouvant donc améliorer son confort de voyage, donc se localiser, dialoguer, pouvoir réserver aussi, on peut réserver des attractions, des activités, changer ses hébergements tout en ayant accès à Internet, donc c'est quand même très pratique de rester connecté dans cette situation. Oui, c'est très confortable d'avoir Internet 24/24 au Japon. Eh bien, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode pour mieux préparer son voyage au Japon. À très bientôt Marjorie et toute l'équipe de Kampai se joint à nous pour vous remercier chaleureusement comme d'habitude. Merci pour votre soutien. Merci Charlie, à bientôt. À bientôt Marjorie. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.